Merci Thierry, merci aux intervenants précédents d'avoir chauffé la salle. C'est un exercice un peu difficile de capter à la fois l'attention et d'éviter de relancer des polémiques, encore que le débat a bien donné de ce point de vue-là. Alors, je vais faire une conclusion qui est plutôt en forme d'ouverture sur l'avenir. Évidemment, je vais parler aussi des moyens, puisque certains m'ont interpellé pendant la journée sur la question des moyens. Donc, on va revenir à cette science plus lugubre qu'est l'économie, mais je ne vais pas parler d'économie. Alors, je voudrais dire une première chose, c'est que Frédéric Marinach l'a dit ce matin, mais le développement des structures d'accueil et de la petite enfance, c'est un de nos objectifs prioritaires. À nous, la branche famille de la sécurité sociale, c'est 60%, c'est quand même énorme, du budget d'action sociale. Ça poursuit historiquement un objectif principal, c'est celui qu'on met toujours en avant, qui est évidemment très important, c'est la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et ça traduit cette évolution, une évolution de notre politique familiale qui ne repose plus uniquement sur des prestations monétaires, les allocations familiales, les allocations sous conditions de ressources, mais aussi le développement des services, puisque ça fait 10% des sommes que nous distribuons. C'est une forme d'évolution vers un modèle un peu scandinave en matière de sécurité sociale, et j'ai toujours considéré, même avant d'occuper ces fonctions, que c'était une bonne chose. Mais c'est comme les trains, un objectif ne doit pas en cacher un autre. Et l'objectif d'égalité des chances, qui était le thème de ce colloque, est aussi un objectif de cette politique d'accueil de la petite enfance. Alors, je reviens sur cet objectif. En tant que gestionnaire de fonds publics, la branche famille, c'est 83 milliards d'euros, 85 milliards d'euros. Ça, je ne suis pas choqué, je le dis pour le professeur, je ne sais plus s'il est encore là, qui le disait ce matin, qu'on s'interroge. L'économie est une science lugubre, certes, mais la loi des reins de l'économie, c'est qu'il faut équilibrer les comptes. On ne peut pas dépenser plus qu'on ne gagne, c'est classique. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans des débats macroéconomiques. Ça ne me choque pas, non seulement ça ne me choque pas, mais ça me paraît très important qu'à la fois on mesure les coûts économiques, ce que les économistes appellent les externalités des difficultés liées aux premiers apprentissages. Des chiffres ont été donnés ce matin par l'OFCE. Et puis l'investissement social qui permettrait d'éviter ces coûts économiques. Ça me paraît important, y compris de le chiffrer. Alors certes, on n'arrivera peut-être pas à démontrer qu'une crèche ouverte, c'est une prison fermée, mais en tout état de cause, ça me paraît important. C'est peut-être pas le plus important, mais c'est quand même le soubassement de notre action, et c'est aussi notre responsabilité, je le redis, en tant que gestionnaire de fonds publics. Il y a une deuxième dimension, évidemment, qui est une dimension sociale ou sociétale. Les inégalités, on le voit bien, se développent, sont un accroc, le terme est faible, dans notre tissu social. Et l'égalité des chances, c'est passer d'une égalité des chances formelle à une égalité des chances réelles. L'égalité des chances formelles, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Nous sommes en dessous d'un tableau qui représente un débat entre Jaurès et Clémenceau, qui ont justement longuement débattu sur la façon de transformer cette égalité à partir des valeurs identiques pour certaines et pour d'autres différentes, en tout cas républicaines pour les deux, la façon de transformer cette égalité formelle en égalité réelle. Le troisième débat, ou troisième objectif, et c'est aussi un objectif très important, ça a été dit ce matin, c'est un enjeu éthique, parce que l'absence d'acquisition d'un certain nombre de savoirs, de comportements dès la petite enfance, ce sont des capacités personnelles qui ne se développent pas. Comme disait Saint-Exupéry, c'est un peu dans chacun de ses enfants Mozart assassiné. Ça a été repris ensuite par Cesbron, mais c'est de Saint-Exupéry. Alors, ce qui a été dit au cours de la journée valide nos objectifs. Frédéric Marinach les a rappelés ce matin, mais comme il y a eu quelques sujets au cours de l'après-midi, je vais y revenir. D'abord, qu'il n'y ait pas de barrière de l'argent. C'est la fameuse PSU, prestation de service unique, avec une circulaire au demeurant qui est publiée. Maintenant, les circulaires de la CNAF sont publiées, donc elles sont accessibles. Donc tout le monde peut savoir dans quelles conditions on peut bénéficier de cette prestation, qui fait l'objet de débats, on y reviendra, c'est pas le lieu. Qu'il n'y ait pas de barrière de l'information.
On a parlé de monenfant.fr, c'est un point important. Nous développons l'accès à l'information, et l'inégalité d'accès à l'information est une source d'inégalité. C'est qu'il n'y ait pas de rationnement de l'offre, parce que tout rationnement de l'offre se traduit, comme un journaliste me l'a demandé, par des phénomènes, il a appelé ça, c'est un terme que tout le monde peut comprendre, mais que je ne devrais pas utiliser, de piston. Mais c'est évident que quand il y a rationnement de l'offre, il faut que les choix sont difficiles et parfois obéissent à des logiques qui ne sont pas que rationnelles. Et ça conduit au rééquilibrage territorial qui est au cœur de notre action, j'y reviendrai. C'est la lutte contre le maintien spontané des inégalités, parce que même s'il n'y a pas de barrière de l'argent, les inégalités ont une fâcheuse tendance à se cumuler, à se reproduire, d'où l'objectif de 10% d'enfants de familles précaires. Alors nous avons choisi, j'en profite pour répondre à cette question, nous avons choisi temporairement le seuil de 1 € en considérant que c'était le tarif le plus bas. Donc on est en train de vérifier sur cette base-là, mais nous avons engagé une enquête qui s'appelle FILOU. Alors à chaque fois, il faut que je me retrouve le nom, ça veut dire Fichier localisé des enfants usagers des EAJE. La créativité des inventeurs d'acronymes est infinie. Et qui vise justement à vérifier si ce critère, ou si c'en est un autre, d'en trouver un autre, est pertinent. Effectivement, c'est un critère social, c'est un critère de revenu. Il y a d'autres risques, pour reprendre l'expression qui était utilisée avant, ça vise le risque social. Et puis, c'est aussi le développement de capacités d'accueil pour des enfants en situation de handicap. C'est un point dont on a parlé un peu, pas beaucoup. On a parlé de l'apprentissage du langage des signes. Ça fait partie des sujets. Et puis, de façon générale, et beaucoup l'ont rappelé, c'est un objectif de mixité sociale, ce qui veut dire à la fois, bien sûr, d'éviter les ghettos, mais aussi d'éviter les effets de stigmatisation. Alors, je voudrais vous rassurer, parce que j'ai fait quelques déclarations depuis le début de la semaine sur ce sujet, nous avons les moyens d'accompagner le développement de cette offre. Nous avons les moyens d'accompagner le développement de cette offre. Merci. Je vais vous le dire. Il s'est passé qu'en 2013, nous avons eu une sous-consommation. Cette sous-consommation ne remet pas en cause, puisque la question m'est posée, notre capacité à accompagner le développement de cette offre. Je dis bien la capacité à accompagner le développement de cette offre, puisque le FNAS va augmenter, le Fonds national d'action sociale, de 1,7 milliard d'euros. Il ne va pas diminuer, contrairement à ce que j'ai lu ici ou là. Il va augmenter d'1,7 milliard d'euros dans les 4 ans qui viennent. Et pour la seule petite enfance, c'est 1,2 milliard d'euros budgétés. Donc plus 8,5% par an. Vous ne connaissez pas beaucoup de budgets qui ont cette capacité d'augmentation. Mais je ne suis pas venu avec mon carnet de chèques pour une raison simple, c'est que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de la capacité des offreurs à développer une offre. Ils étaient ici à la table il y a 2 minutes, les communes, les entreprises, les associations. Il n'y a pas d'ordre prioritaire, c'était juste l'ordre dans lequel ils étaient, les mutuelles, etc. Bon. C'est à eux de développer cette offre. Alors, j'ai bien entendu qu'il y a un certain nombre de sujets à ajuster, de modalités d'aide à ajuster. Quelques-uns d'entre vous, Madame Laitier notamment, nous étions hier au Conseil de la famille où on a commencé à travailler sur l'ajustement des dispositifs. Il n'y a pas encore de décision de prise. Je voudrais insister sur le fait qu'il ne suffit pas que les aides de la branche famille s'adaptent, s'améliorent, augmentent. Pourquoi pas? Il s'agit aussi de réfléchir un peu au modèle économique. Et moi, j'ai été surpris, en regardant ces sujets, de voir que les coûts d'investissement avaient été multipliés par 2 quasiment en 10 ans, et que les coûts de fonctionnement variaient de 1 à 2, pas forcément en fonction du statut des établissements, d'ailleurs. Hein, c'est pas lié au statut. Et donc, nous avons engagé un travail sur l'économie de la crèche, l'économie des EAJE, et il y a une réunion, d'ailleurs, bientôt avec du comité de petite enfance qui sera consacré à ça, qui aura lieu le 9 octobre. Je dis ça pour ceux qui participent à ce comité et qui sont dans la salle, pour qu'ils puissent prendre d'ores et déjà la date. Alors, ça c'est le quantitatif. C'est le reproche qui était fait ce matin à Frédéric Marinach. Et je n'ai pas l'intention, ce n'était pas l'objet de ce colloque, de parler de quantitatif, du développement de l'offre dans un sens quantitatif. Nous voulions, cet après-midi, et honnêtement, je ne suis pas déçu, ce matin aussi, parler du qualitatif.
Alors, parlant du qualitatif, il y a, pour les gestionnaires de politique publique, les gestionnaires d'un régime de sécurité sociale que je suis, il y a des sujets qui sont difficiles à trancher. Je ne sais pas, je le disais tout à l'heure en répondant à une interview, si tout se joue avant 5 ans. Mais je suis sûr que beaucoup se joue avant 5 ans, et pour dire les choses, que beaucoup se joue avant 3 ans. Et visiblement, il y a un consensus, parce qu'on a parlé beaucoup de dissensus cet après-midi, mais il y a au moins un consensus général sur ce sujet. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous de trancher les débats parfois vifs entre les écoles, les méthodes. Derrière les écoles, il y a aussi des sous-jacents en termes de théorie sociologique ou psychologique. Je les connais, venant du monde de la santé, ayant eu à travailler sur d'autres sujets. La psychiatrie, d'aucuns en ont parlé, l'autisme aussi. Il y a beaucoup de théories sous-jacentes. Il y a aussi derrière ces théories des méthodes. Ça n'est pas à nous de trancher. Je ne suis pas sûr qu'il faille créer, comme on a créé dans la santé, une autre autorité de la santé, une autre autorité de la petite enfance. C'est peut-être excessif. En revanche, je suis persuadé qu'à l'issue de ce colloque, c'est une proposition sur laquelle on a échangé avec Thierry Pêche et Laurent Bigorgne, ça serait bien que, alors c'est pas à nous de le faire, mais qu'on participe à la mise en place de conférences de consensus qui permettraient, sur ces sujets, qui sont des sujets normalement débattus, de faire le point sur les méthodes, leurs résultats, et d'avoir des vérités provisoires. Dans ce domaine, il n'y a jamais de vérité que provisoire. Mais qui permettent au moins de savoir ce qui est mieux, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. En tout cas, ça c'était mon deuxième point, et il est clair que si on ne fait rien, il y aura là aussi, comme sur les aspects économiques, un effet cumulatif des inégalités qui se reproduisent, qui s'amplifient de génération en génération. Je veux pas donner une dimension personnelle à ce propos, mais j'ai dirigé pendant 4 ans une agence régionale de santé dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai vu les effets cumulatifs des inégalités sanitaires, mais aussi éducatives, notamment dans ce qu'on appelait autrefois, c'est là où je suis né, le bassin minier. Elles se sont accrues. Et les inégalités de la petite enfance ont contribué au développement de ces inégalités. Et je pense qu'en attendant d'avoir des vérités peut-être provisoires, il vaut mieux faire que de ne rien faire. Et de ce point de vue-là, j'ai failli poser la question ce matin, j'ai toujours été un peu gêné par les méthodes d'évaluation américaines, où on prend un groupe, puis on fait des trucs qui visiblement sont bien, puis forcément, le reste on ne fait pas, puis on compare 10 ans, 20 ans après. D'un point de vue éthique, ça pose quand même, je trouve, un petit problème. Alors je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas expérimenter, qu'il ne faut pas... Moi je préfère préfigurer, mais il faut probablement expérimenter différemment, pas faire... parce que ce type d'expérimentation, c'est comme les médicaments, c'est du double aveugle. Hein. C'est-à-dire on fait du randomisé, pardon. Je crois qu'on peut expérimenter autrement qu'en prenant des groupes avec et des groupes sans. Ça veut dire aussi de faire évoluer, j'ai pas de réponse aujourd'hui, mais on va y travailler, de faire évoluer nos méthodes d'évaluation. J'ai pas de réponse, mais nous avons une réponse financière pour financer ces expérimentations. C'est dans une circulaire là aussi publiée, ça s'appelle le Fonds Public et Territoire, qui permet de proposer au CAF des expérimentations avec des dispositifs d'évaluation qui permettent justement sur ces sujets, éventuellement sur d'autres, d'avancer. J'avais un 5e point, ça a été dit aussi, notamment cet après-midi, mais aussi ce matin. Ce ne sont pas les CAF, pas non plus les think tanks, qui font le boulot. Ce ne sont pas non plus les établissements, ce sont les professionnels. Les éducateurs, les puériculteurs, puéricultrices le plus souvent, mais aussi les assistantes maternelles. On a beaucoup parlé des EAJE, le sujet des assistantes maternelles est revenu de temps en temps. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de stigmatiser les personnes. Moi, j'ai un grand respect pour l'action au quotidien de toutes ces personnes. Je sais que sur les méthodes éducatives, avec parfois le bon sens de ceux qui ont déjà pratiqué, il y a des choses qui relèvent de ce que M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire qu'on le fait sans le savoir. Je sais aussi que parfois il faut structurer les méthodes et que ça veut dire développer des compétences, des attitudes, des postures.
que ça passe par des expérimentations, j'en ai parlé, mais ça passe aussi par de la formation ou en tout cas de l'accompagnement. Dans quel domaine? C'est l'acquisition du langage. Je crois que l'un des consensus, quand même, au-delà des différences sur les méthodes, c'est que l'acquisition précoce du langage et du maximum de mots est un enjeu essentiel. Mais c'est aussi la socialisation, et c'est aussi un sujet dont on a peu parlé, sauf à la fin, c'est l'accompagnement de la parentalité. Pour les assistantes maternelles, nous allons essayer d'utiliser les fameux RAM, relais des assistantes maternelles, justement pour impulser, et non seulement d'avoir 1 pour 70 et pas 1%, mais justement, s'ils sont moins nombreuses, impulser des échanges professionnels. De la même façon, les maisons des assistantes maternelles. Dans le domaine de la santé, des médecins qui exercent ensemble, sans même qu'ils fassent grand-chose de plus, on voit tout de suite que la qualité des soins s'améliore. Je suis persuadé que dans le domaine de l'éducation, c'est pareil, l'échange qu'on peut avoir, même de façon informelle, autour de la cafetière, permet de faire progresser les pratiques, les attitudes, les postures. Mais il y a aussi, à travers ces dispositifs collectifs, la possibilité d'accrocher des dispositifs plus formalisés d'accompagnement. Pour les crèches, là aussi, on va travailler avec les fédérations pour favoriser l'évolution des compétences, des postures. Et puis, je l'ai dit, on va essayer de mettre en place, mais vous nous y aiderez, des expérimentations, des préfigurations. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier d'aider les parents aussi. Et certains l'ont dit, surtout en fin d'après-midi, et tous nos dispositifs d'aide à la parentalité doivent servir à ça. Avec, Madame Laitier, vous voyez qu'on a beaucoup de sujets d'accord, avec au centre l'enfant. Dans une vie antérieure, je ne devrais peut-être plus le dire, dans une vie antérieure, je m'étais dit, il faudrait, j'ai même écrit un papier là-dessus, il ne faudrait plus parler de politique de la famille, il faudrait parler de la politique de l'enfance. Mais c'est vrai que ça, c'est au cœur de tout ce qu'on a dit cet après-midi, c'est l'enfant, sa place dans la société, la façon dont il peut évoluer. Alors il y a une dimension économique, c'est le capital humain, il y a une dimension sociale, c'est la cohésion sociale, et il y a une dimension personnelle, c'est la construction de la personne. Mais derrière ça, c'est l'enfant. Alors pour tout ça, pour ces débats, parfois vifs, merci de nous avoir aidés à réfléchir à la mise en place de cette politique publique. Il n'y a pas de conclusion autre cet après-midi, mais ça nous aide beaucoup. Merci aux intervenants d'avoir joué le jeu, avec des échanges parfois vifs avec la salle, entre eux. Merci à nos partenaires de l'Institut Montaigne et de Terra Nova, qui nous ont aidés à donner au mot de conversation le sens que lui donnait La Rochefoucauld. Bien écouter et bien répondre, c'est une des plus grandes perfections que l'on puisse avoir dans la conversation. C'est ce qui a animé tous les intervenants. Moi, je crois à l'échange, au débat, à la polémique aussi, à la discussion qui précède la décision publique. Merci à tous pour y avoir participé. Et bonne fin d'après-midi.